Bonjour à tous nos amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville, heureux comme d'habitude de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dieu merci, je ne suis pas états-unien. Ainsi, je n'aurai pas à voter le 5 novembre prochain et avoir à choisir entre un ancien président, millionnaire, démagogue égocentrique, et l'actuelle vice-présidente qui a surtout brillé par son effacement durant le mandat présidentiel finissant. Les États-Unis sont un grand pays qui chaque année rafle la majorité des prix Nobel. Un pays qui a produit des scientifiques, des chercheurs et des universitaires de renommée mondiale. Le seul pays à avoir réussi à envoyer des hommes marcher sur la Lune, voici déjà 55 années. Un pays qui influence le monde entier avec son mode de vie, avec son cinéma, avec sa musique. Pourtant, c'est aussi un pays où je n'aimerais pas vivre et dont je suis très loin de partager les valeurs. Un pays divisé entre une brillante intelligentsia sur ses littoraux est et ouest, et, entre les deux, des populations incultes, fières d'être qualifiées de rednecks. Pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'anglais, redneck, ça veut dire le cou rouge. Donc des populations que l'on qualifie de rednecks, attachées aux armes à feu, s'enthousiasmant pour les discours aussi démagogiques que simplistes et mensongers prononcés par son candidat. Un pays champion du monde de l'application de la peine de mort, ex aequo avec des pays tels que la Chine dite populaire, l'Iran ou l'Arabie saoudite. Un pays avec la plus forte densité d'obèses du fait de la malbouffe et des boissons gazeuses trop sucrées dont il a su imposer la surconsommation, hélas, dans le monde entier. Un pays où la notion de race joue encore un grand rôle, même si la discrimination raciale a officiellement disparu dans les États du Sud, où elle avait perduré jusqu'à il y a quelques années seulement. Un pays qui classe sa population en fonction de son origine ethnique et linguistique, où le fait d'avoir un lointain aïeul afro-américain fait de vous nécessairement un afro-américain. Barack Obama ou Kamala Harris peuvent-ils vraiment être considérés comme des afro-américains? Pour les États-Uniens, oui, cela ne fait aucun doute, alors que ce sont en fait des métis, comme des dizaines de millions d'autres États-Uniens, et l'actuelle vice-présidente passerait certainement totalement inaperçue si elle venait à se promener dans une rue de Bastia ou d'ailleurs. Pourtant, les grands médias persistent à nous la présenter comme la potentielle première femme noire à entrer à la Maison-Blanche. Avant mon unique voyage aux États-Unis en 2010, j'avais dû remplir en ligne un formulaire obligatoire, comme tous les voyageurs désireux de se rendre dans ce pays. Il m'avait fallu cocher la case correspondant à ma prétendue race. C'est à cette occasion que je découvris que j'étais caucasien, alors qu'à l'époque, je n'avais pas encore mis les pieds dans le Caucase. Petite note d'humour sans doute involontaire de la part des autorités bureaucratiques états-uniennes, il fallait aussi, dans le dit formulaire, déclarer si l'on appartenait ou pas à une organisation terroriste et si l'on n'avait jamais pris les armes contre les États-Unis. Triste pays que ce pays qui a massacré et refoulé au XIXe siècle les propriétaires légitimes de sa terre,
et qui les a donc refoulés dans d'infâmes réserves, où ils continuent à sombrer dans l'alcoolisme et font face, plus que tous les autres, au chômage de masse. Vous l'aurez compris, je fais ici allusion aux peuples autochtones qui ont été décimés par les massacres et les maladies depuis l'arrivée des ancêtres des États-Unis d'origine européenne et leur irrésistible conquête de l'Ouest. Triste pays dont la majorité de la population oublie trop facilement qu'elle constitue avant tout une nation d'immigrants et qui voudrait qu'un nouveau rideau de fer soit érigé tout le long de sa frontière avec le Mexique. Incompréhensible pays qui, tout en brandissant son amour de la démocratie depuis 250 ans, peut se permettre d'envoyer à la Maison-Blanche un président ayant obtenu moins de suffrages que son adversaire, comme ce fut à nouveau le cas en 2016, lorsque la candidate Hillary Clinton avait obtenu davantage de voix que celui qui avait finalement emporté cette élection présidentielle. Un pays qui est à la pointe de l'informatique, mais qui s'est révélé incapable en 2020 de fournir les résultats de l'élection présidentielle en temps et en heure, et qui avait vu les suffrages devoir être comptés et recomptés dans un interminable feuilleton électoral à suspense. Comment un tel pays peut-il encore se permettre de donner des leçons de démocratie et de transparence électorale à la planète entière et en particulier aux pays du Sud? Comment un pays de 335 millions d'habitants peut-il offrir un choix aussi affligeant, aussi désespérant aux électeurs états-uniens cette année? Comment la moitié au moins de ce peuple états-unien peut-il encore faire confiance, ou pire, s'enthousiasmer pour un candidat ex-président repris de justice, aussi vulgaire qu'imprévisible et incohérent, qui ne lit jamais les rapports ou les notes préparées par ses conseillers, qui étale à longueur d'intervention son ignorance crasse des affaires du reste du monde? Comment les milieux conservateurs et religieux, prétendument chrétiens, peuvent-ils soutenir un homme qui a prouvé sa profonde immoralité, tant dans sa vie privée que dans ses activités d'homme d'affaires et ensuite de président? Hélas, l'alternative proposée, à savoir l'actuelle vice-présidente, n'est guère motivante. Certes, l'élection d'une femme à la présidence d'un pays aussi important que les États-Unis serait une grande première, et cela ne manquerait pas d'avoir un retentissement mondial. Mais concrètement, quel est le bilan de Kamala Harris en ce qui concerne son mandat de vice-présidente? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle réussi? Où a-t-elle échoué? Oui, je sais, on me rétorquera que dans le système politique états-unien, le rôle d'un vice-président est nécessairement effacé, le président en place ne lui laissant que très peu d'espace et de champ pour agir. Mais le président sortant, pendant les 4 années de son mandat, a été constamment handicapé par des capacités physiques et intellectuelles pour le moins limitées. Une telle situation aurait dû permettre à sa vice-présidente d'occuper davantage le devant de la scène. Or, cela n'a pas été le cas. Connaît-on avec certitude les convictions profondes de Kamala Harris sur les problèmes auxquels fait face son pays, sur les grands sujets de société tels que les armes à feu ou l'avortement, pour ne citer que ces deux-là? Non, elle donne au contraire l'impression de ne pas souhaiter se prononcer afin de ne pas risquer d'effaroucher telle ou telle catégorie d'électeurs potentiels. Quant aux questions internationales, qui comptent bien peu dans le débat politique états-unien, elle ne semble pas avoir apporté la preuve d'une grande connaissance des différents dossiers brûlants du moment, que ce soit celui du Proche-Orient, celui de la guerre en Ukraine
celui des relations avec la Chine de Pékin ou encore celui des relations avec l'Europe. Son objectif principal semble être de séduire les électeurs sans avoir à se prononcer clairement ou à afficher ses convictions profondes, à tel point qu'il est permis de se poser la question de savoir si elle en a vraiment des convictions profondes. Qui l'emportera le 5 novembre? Je ne me risquerai pas à avancer un quelconque pronostic. Et je pense que tout ce que le monde compte d'observateurs, d'analystes et de spécialistes des États-Unis est dans le même cas que moi. Bien malin, ou plutôt bien présomptueux, serait celui qui se risquerait à annoncer le nom du vainqueur de cette élection présidentielle. Pourtant, le résultat de cette élection aura des conséquences pour l'ensemble de la planète. Les soldats ukrainiens, transis de froid dans la bouée des tranchées du front, se demandent si leur sacrifice est vraiment nécessaire dans l'éventualité où le candidat ayant des liens troubles mais avérés avec Vladimir Poutine serait élu. Dans une telle situation, les États-Unis vont-ils mettre fin à leur soutien financier et militaire à l'Ukraine, vital pour la survie de ce pays en tant qu'État indépendant? Les dirigeants des pays européens membres de l'OTAN sont plongés dans l'incertitude face à un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un tel retour signifiera-t-il la fin de leur organisation et la nécessité pour les États européens de prendre eux-mêmes en charge la totalité de leur défense face à une Russie qui ne manquera pas de se fixer d'autres objectifs militaires après en avoir fini avec l'Ukraine? Le Premier ministre israélien, de son côté, semble avoir tout misé sur la victoire du candidat républicain qui, lorsqu'il était président, avait permis la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël, aux grandes dames de la rue arabe et de l'Iran. Les dirigeants de ce dernier pays se demandent si une telle victoire signifiera le déclenchement d'une guerre totale contre l'Iran de la part des États-Unis et d'Israël, une guerre qui signifierait la fin de leur régime obscurantiste et oppressif. Les 23 millions de Taïwanais, comme les Ukrainiens, sont rongés par l'inquiétude en ce qui concerne leur avenir immédiat. L'éventuelle victoire de Donald Trump pourrait-elle aboutir à un désengagement états-unien du détroit qui les sépare d'une Chine qui n'a jamais été aussi agressive à leur égard et dont le dirigeant suprême ne fait pas mystère de son ambition de conquérir leur île par tous les moyens, y compris par la force s'il le fallait. Une telle éventualité et la fin du soutien états-unien à Taïwan ne manquerait pas d'inquiéter les Japonais et les Philippins qui, eux aussi, redoutent l'expansionnisme chinois en mer de Chine, cette mer si mal nommée. Quant aux Sud-Coréens, ils sont peut-être encore plus inquiets, car l'ennemi du Nord est un allié de la Chine et de la Russie, qu'il dispose de la bombe atomique, et qu'il est de plus en plus agressif vis-à-vis du sud de la péninsule. Même les Congolais se posent des questions existentielles au sujet du résultat de l'élection présidentielle états-unienne. Le futur président ou la future présidente continuera-t-il, ou elle, à soutenir le dictateur rwandais et à tolérer ses sanglants agissements dans la partie orientale de leur pays? Enfin, tous les activistes de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l'environnement se demandent si leur combat aura encore un sens en cas de victoire de Donald Trump. On le voit, le résultat de l'élection présidentielle états-unienne sera déterminant, non seulement pour l'avenir des États-Unis,
mais aussi pour celui du reste du monde. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, les États-Unis sont encore une superpuissance, jouant un rôle essentiel dans l'ordre ou le désordre économique et stratégique de la planète. Et ils sont toujours un indispensable bouclier face à ce qu'il faut bien appeler l'axe du mal, constitué par tous les Poutine, Khamenei, Kim Jong-un et Xi Jinping de ce bas monde. Cependant, comme je l'ai indiqué en début d'émission, Dieu merci, je ne suis pas un citoyen états-unien et je n'aurai donc pas à faire cet épouvantable choix le 5 novembre prochain. C'est sur ces bonnes paroles que je vous dis à la semaine prochaine.